écouter. On parlera tout à l'heure évidemment de l'Ukraine. Je voulais vous faire écouter Marine Le Pen, bien sûr, qui était l'invitée ce matin de Radio Luxembourg, et elle s'est exprimée sur le casier judiciaire des candidats, puisque on prête une parole peut-être malheureuse de Jordan Bardella dans son intervention sur BFM, où il disait que chaque candidat devait avoir un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas être condamné pour être candidat du Rassemblement national. C'est même la règle numéro 1, avait dit Jordan. Alors, écoutons Marine Le Pen. Le Rassemblement national, depuis des années, demande à ses candidats leur casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Pour une raison simple, c'est que ni vous ni moi n'avons accès à d'autres casiers judiciaires que celui-là. Bon. Et donc, cette règle a existé, existe et existera. Jordan n'a fait que rappeler cela. Il a dit, pardon, ne pas avoir de condamnation à son casier est pour moi la règle numéro 1 lorsque l'on souhaite être parlementaire de la République. Évidemment, ça vaut pour tout le monde. Il s'est pris les pieds dans le tapis ou c'est Brutus qui vous a planté un couteau dans le dos? Mais pas du tout, Encore une fois, ne pas avoir d'inscription à son bulletin numéro 3 du casier judiciaire est une exigence qui existe au Rassemblement national depuis très longtemps. Vous savez la confiance que j'ai à l'égard de Jordan, mais en l'occurrence, c'est le mouvement politique, si j'étais empêché, comme vous le dites, qui serait amené à choisir son candidat. C'est le fonctionnement démocratique interne de notre mouvement. Voilà, qu'on a une relation de confiance avec Jordan, que je lui ai donné en temps voulu d'ailleurs sa chance en prenant tous les risques parce qu'il était très jeune. Hein. Lors des dernières élections européennes, il avait 23 ans. Il ne m'a jamais déçu. Et entre-temps, il a été élu lorsque je n'ai pas souhaité me représenter à la tête du Rassemblement national avec 85% des voix. Donc vous voyez que je ne suis pas la seule à lui faire confiance. C'est vrai que ce petit monde journalistique est parfois agaçant. Il y a une phrase sur laquelle, depuis 3 jours, vous croyez vraiment que ça passionne les Français, la phrase de Bardella, de dire... Tout ça est un peu agaçant. Oui, ça nous passionne. Vous savez pourquoi ça nous passionne? Parce que là, il s'agit de concilier la théorie et la pratique. Alors, le Rassemblement national, dans la théorie, ils sont très forts. C'est-à-dire que tout en organisant un système de fraude massive... Mais attendez, il n'a pas été... Tout en organisant un système de fraude massive au Parlement européen, ils n'ont cessé de dénoncer... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis désolé d'abord parce que l'affaire n'est pas jugée. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Pardonnez-moi, Éric Nolot. Mais elle est présumée innocente. Elle revendique son innocence. Même vous ne pouvez pas dire... D'abord, fraude massive, ce n'est pas le terme qui convient. C'est un l'énormité des sommes... Non, mais ça ne veut rien dire. C'est de la diffamation quand vous dites ça. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Je finis ma phrase. Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'avoir utilisé de l'argent à mauvais escient. Non. Si. Non. C'est pas... L'argent n'était pas utilisé pour... des assistants parlementaires à l'Europe. Dès que vous mettez cette notion d'argent, évidemment, vous faussez le débat. On leur reproche d'avoir utilisé un assistant parlementaire qui bosse pour le Parlement européen et d'avoir aussi bossé pour le parti. Voilà. Allez vous faire, vous, la différence entre les deux. Apparemment, la justice le fait. Bon, attendez, je finis juste ma phrase. Oui, mais votre présentation avec fraude, etc., fraude massive... Bon, pas terminé. Je me suis permis d'interrompre, mais vous avez raison. Et la pratique. C'est-à-dire que, tout en organisant ce système extrêmement critiquable, on va dire ça, elle n'a cessé de dénoncer le laxisme de la justice et l'inexécution des peines. Et là, maintenant, Mme Le Pen, elle est très embarrassée parce que Jordan Bardella rappelle des principes qui ne conviennent pas à Mme Le Pen. Elle sent que ça va pas aller avec son cas personnel. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un peu un discours maternel, quoi. C'est un peu pampan-cucu. Elle le remet un peu... Non, mais il est en train de s'émanciper. C'est moi qui t'ai fait, mon bonhomme. Tu étais très jeune. Respecte un peu ta mère politique. Et ça peut arriver parfois lorsqu'on a aidé un jeune et qu'on le voit... Il faut avoir l'oreille musicale. Et c'est la première fois qu'elle met en avant l'hypothèse... Thomas Bonnet serait empêché, c'est-à-dire que jamais on avait entendu Marine Le Pen mettre sur le tapis cette éventualité, et là elle le dit, le parti devra choisir un autre candidat. C'est déjà que la porte est entrouverte, elle sait qu'elle pourrait avoir un avenir politique en pointillé. Olivier Bardel. Ce qui est quand même fort de café, c'est que au moment où le Rassemblement national, ce pauvre vieux RN qui n'en finit pas de courir après le succès, était sur le point d'y parvenir il y a quelques mois, est rattrapé par la patrouille. Alors que, théoriquement, il devrait pouvoir se présenter favorablement à la présidentielle. C'est dans 2 ans. Donc c'est vraiment pas de chance. Et ça rappelle, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un peu l'affaire Fillon. C'est-à-dire que dès que, pour les gens qui n'ont pas la carte, dès qu'ils se rapprochent du pouvoir, attendez, on va bien examiner
à fond tout ça. Ça fait un peu penser à ça, cette espèce de système d'éviction qui est en général souvent rapide. En tout cas, avec Fillon, c'était fulgurant. Là, c'est pareil, ça devient... Ça, c'est pas fulgurant parce que ça fait un moment que ça traîne. Oui, alors, sur la relax, écoutons un deuxième passage de Marine Le Pen. J'attends avec impatience précisément que la relax vienne me rendre mon innocence aux yeux de tous, en première instance ou en appel. En réalité, ce parquet qui a justifié cette exécution provisoire par un trouble à l'ordre public a créé le trouble à l'ordre public par ces réquisitions. C'est ça qui est quand même Après, incroyable. on rappelle que ce sont des réquisitions, que ce n'est en aucun cas le jugement, que le jugement lui sera rendu au début de l'année prochaine. Mais vous savez, Marine Le Pen... vous savez, c'est quand même le choix des réquisitions par le parquet est quand même un acte politique, parce que le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Louis Alliot, qui, s'il se voyait appliquer cette peine, aurait perdu sa mairie de Perpignan. S'il y a des nouvelles élections municipales qui ont lieu entre-temps et il n'a pas pu se présenter, ça se passe comment? C'est irréparable. Dans le délai, vous avez raison. S'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et que je ne peux pas me représenter comme député, la Cour d'appel peut intervenir plusieurs mois plus tard, ça n'y changera rien, je ne serai plus député. Donc c'est irréparable, voilà. Et je ne parle même pas s'il y a une élection présidentielle. Donc il faudrait que l'appel ait lieu avant la présidentielle. Donc c'est une peine absolument outrancière et qui pose un problème au regard non seulement de l'état de droit d'ailleurs, mais également de la démocratie. Le fait que le parquet la réclame, je le dis très simplement, est un fait politique. Voilà. Salman, on peut même s'interroger sur le fait qu'une peine d'inéligibilité existe. Alors qu'il y ait une peine... Pardonnez-moi de le dire comme ça, parce que c'est à l'électeur de décider. S'il veut voter l'électeur pour quelqu'un qui a été condamné pour dans une affaire correctionnelle ou criminelle, c'est le problème de l'électeur. Moi, je suis d'accord avec vous sur le principe, c'est à l'électeur de décider dans les urnes s'il a envie ou non de voter pour une personne en connaissance de cause. Exactement. À partir du moment où la justice vous dit « cette personne, vous n'avez pas à voter pour », à mon sens, c'est un déni de démocratie. Ça veut dire que vous estimez que telle personne, l'électeur, ne peut pas faire son choix lui-même. En revanche, Éric Nolot, vous parlez de laxisme judiciaire, vous dites le Rassemblement national le dénonce. Moi, je vais vous dire ce que c'est le laxisme judiciaire. C'est quand vous avez le proviseur Maurice Ravel qui dépose plainte et qu'il y a 600 € d'amende. Ça, c'est le laxisme judiciaire. Pour la délinquance en col blanc, ils ont la main extrêmement lourde. Là, ce qu'ils veulent, c'est tuer Madame Le Pen, empêcher les électeurs de voter. Et même Jean-Luc Mélenchon, ne peut pas dire que ce soit un partisan de Madame Le Pen, trouve ça inacceptable et intolérable. Non, moi, ce qui me frappe, pardonnez-moi, dans l'interview sur RTL que vous diffusez, c'est à quel point Marine Le Pen paraît marquée par l'épreuve. À quel point elle est dans les cordons. Vous voyez, il y a un instant, Emmanuel Macron, dans sa vadrouille comme ça latino-américaine, toujours montée sur ressort, et parlant avec les uns et les autres, comme s'il n'avait pas essuyé une double défaite éclatante. Là, il a rebondi aussitôt, il affiche une bonne figure. Elle donne l'impression d'être vraiment secouée, d'être habitée par cette épreuve. Mais mettez-vous ça on peut. Oui, bien sûr. J'entends bien que je comprends bien. Bon, la censure. Mais ce qui me frappe, c'est qu'elle ait du mal à ne pas afficher un visage plus serein. La censure, il semblerait que la censure arrive, Thomas Bonnet, et elle s'est exprimée, Madame Le Pen, sur cette censure. Lorsqu'elle dit « il », dans l'extrait que vous allez entendre, elle parle évidemment de Monsieur Barnier. Il, s'il ne fait pas ce qu'on avait imaginé qu'il puisse faire, il y avait une sorte de deal, si j'ai bien compris, sur le pouvoir d'achat. En clair, ils avaient fait des propositions. Le Rassemblement national sur la question du budget, rien n'a été retenu à ce stade par Michel Barnier. Donc forcément, ça pose des questions. Et la censure, ce serait quand Alors ce serait après le vote du budget. Alors il n'y aura pas de vote, ce sera le 49-3. Et à ce moment-là, motion de censure déposée par la gauche, c'est la fin du mois de décembre. Donc c'est quand Jean-Luc Mélenchon a dit, par exemple... Le 15 et le 21, c'est à peu près cette fenêtre-là. Période de Noël. Bon, écoutons Madame Le Pen sur la censure. Depuis le départ, nous avons dit ce que nous souhaitions. Voilà. Il l'entend ou il ne l'entend pas. S'il ne prend pas tout, ça sera la censure. Mais c'est pas tout.
ça n'est pas tout. On est bien conscient qu'il ne peut pas tout prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'accepterons pas que le pouvoir d'achat des Français soit encore amputé dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc ça, c'est une ligne rouge. Et si, effectivement, cette ligne rouge est dépassée, eh bien, nous voterons la censure. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, je le dis de la manière la plus claire qui soit. Si vous me permettez, Vincent, bon, donc là, c'est clair, et on va entendre Madame Le Pen là-dessus, vous avez oublié un paramètre quand vous dites qu'elle est marquée. Son père est en train de mourir. Oui, non, mais son père est en train de mourir. Donc évidemment, dans cette période-là, surtout, elle va en parler d'ailleurs, parce que la question lui a été posée. Moi-même, cette formule que je dis là, je peux presque me la reprocher, parce que voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, tout à fait raison de le signaler. Donc son père est affaibli. Et parfois on l'annonce décédé, ce qu'on rajoute. Et je préfère dire ce que je dis là que ce que je disais il y a quelques secondes, parce que peut-être, voilà, il est affaibli. Alors c'est un homme âgé, très vieux monsieur. Et au-delà des différences entre les uns et les autres. Mais ce n'est pas une façon de la critiquer. Je ne voulais pas non plus dire qu'elle n'avait absolument aucune confiance dans la justice de son pays. Non, mais c'est peut-être pour ça qu'elle paraît, comme vous dites. Oui, mais... Alors écoutons, parce que la question a été posée ce matin. Oui, il est hospitalisé. Je ne vais pas vous décrire son état de santé, mais c'est vrai que nous avons, parce que nous l'aimons, des inquiétudes sur sa santé, bien sûr. Il est en fin de vie, Jean-Marie Le Pen ? Je ne répondrai pas à ça. Je trouve que c'est trop violent comme question et ça touche à l'intimité de sa vie privée et de la nôtre aussi. Bon, et moi-même, vraiment, la formule que j'ai utilisée n'était pas bonne. Et vraiment, j'en suis... Indépendamment de toute... Bon, mais ça, c'est important. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est quand même... C'est fondamental. Elle traverse une période extrêmement difficile. Oui, mais peut-être que la vie privée marque... est complètement obérée. Indépendamment de toute autre considération. Éric Nolot. Elle a le droit à notre soutien dans cette épreuve, qui est une épreuve personnelle, et toutes nos différents politiques comptent pour de rien. Alors, en même temps, pour revenir sur la censure, c'est inévitable. On est dans une situation absurde où le RN est dans une situation de soutien sans participation au gouvernement de M. Barnier. Donc on peut pas. Et qu'est-ce qui se passe alors, Thomas Bonnet ? Lundi prochain, Michel Barnier joue son avenir politique. Il reçoit Marine Le Pen à Matignon. Il va devoir lui donner des gages. Dans ce qui est pointé du doigt par Marine Le Pen, il y a notamment la hausse des taxes sur l'électricité. Parce que ça impacte directement le pouvoir d'achat des Français. Le RN est absolument contre. Ça pourrait être quelque chose sur lequel Michel Barnier pourrait céder. Sinon, effectivement, pour avoir une censure, en cas de censure, le gouvernement de Michel Barnier tombe. Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, qui peut très bien être Michel Barnier à nouveau d'ailleurs. Bon, j'ai vu qu'on a rendu, la commission des sénateurs a rendu, qui a été très peu suivie dans la presse. Oui. Disons-le. Bon, les propos sont quand même effrayants, ce que dit cette commission. M. Reynal et M. Husson qui ont mené les interrogatoires, entre guillemets, les auditions en tout cas. Oui. Pardon. Bon, il y en a un qui est républicain et l'autre qui était du Parti socialiste. Bon, M. Husson, il est... républicain, et que disent-ils ? Que ça a été une irresponsabilité budgétaire assumée et un attentisme dommageable. Ce sont les mots. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la réaction de monsieur. C'est vraiment, on n'était pas là, on n'a rien vu, c'est pas de notre faute. Monsieur le maire, ce n'est pas un rapport, c'est un réquisitoire d'opposants politiques truffé de mensonges. Bon, je veux bien, c'est des LR et des PS. Le rapport nous accuse d'avoir tenu un double discours. Le rapport nous accuse d'avoir pris des mesures insuffisantes. En fait, ces gens-là sont responsables de jamais rien. C'est ça qui est frappant. Je vous assure, c'est pour ça le divorce avec l'opinion publique, sans doute, puisque c'est une catastrophe budgétaire, mais personne n'est responsable, et surtout pas ceux qui étaient aux manettes. Bruno Le Maire s'en était félicité. Madame Borne, qui a augmenté de je ne sais combien ce déficit quand elle était Première ministre, qui va être commandeur de la Légion d'honneur. Oui. Elle va être commandeur dans quelques jours. Tout va bien pour ces gens-là. Il n'y a jamais de sanctions. Il ne s'agit pas d'un rapport, mais d'attaques indignes qui repose sur des allégations irréalistes et mensongères. Bien sûr, il y a juste des résultats qui sont catastrophiques. En fait, c'est des entraîneurs qui ont perdu 8-0, mais qui disent on a bien joué. C'est pas de notre faute. Tout va bien. Mais je te jure, c'est ça. Mais et non seulement ça, mais qui sont récompensés. Commandeur de la Légion d'honneur, Madame Borne. Et puis alors, Monsieur Attal, ce qu'on sent dans ce rapport, c'est une double déception. D'abord, ne pas avoir trouvé d'éléments tangibles qui prouveraient que la trajectoire des finances publiques n'a pas été prise au sérieux. Et alors, ce qu'il trouve formidable, lui, Monsieur Attal, c'est ils n'ont pas réussi à nous diviser. Bah oui, évidemment. Ça je me doute bien qu'ils vont se serrer les coudes. Ça, ils n'ont pas réussi à nous diviser, à nous monter les uns contre l'autre. Bah oui, c'est les mêmes. Il y a
des intérêts. C'est les mêmes. Donc, ils ont bien compris l'affaire. J'ai assisté hier à cette je vous assure. Je peux vous dire qu'ils étaient très remontés. Évidemment, tout ça a été un peu mis en scène. Le fait qu'ils soient à 4, alors qu'il y a en réalité des divisions entre eux, c'était une forme de réponse. Là où il marque un point, Pascal, quand même, c'est que sur les réformes qui ont été menées par Elisabeth Borne ou Gabriel Attal, le Parti socialiste notamment s'y est opposé. Ce sont des réformes, la réforme des retraites par exemple, qui a permis de faire des économies. Donc pointer aujourd'hui l'absence d'économie quand on s'est soi-même opposé à une réforme des retraites, là il y a un sujet. Je pense que c'est là où il marque un point. Vincent Herouette. Non, mais ce qui est moi, ce que j'arrive pas à comprendre, d'abord, c'est que Bercy ait pu prévoir des recettes qui n'étaient pas au rendez-vous, qu'ils aient pu s'aveugler autant. Puis la deuxième chose, que vous vouliez ou non, le calendrier, il y a une sorte de vérité des chiffres, et il y a un calendrier qui est accablant, c'est que quand la direction du Trésor dit que le déficit va être de 5,6 ou de 5,7, 48 heures après, Monsieur le maire est à TF1 et dit non, ce sera 4,4, comme prévu. Pardon de différence. Carillon, le célèbre Carillon d'Europe 1.